Bonjour à tous, vous êtes sur Fréquence Populaire, c'est l'émission La Lumière au bout du tunnel avec François Coq qui nous livre ses analyses toujours éclairées et pertinentes sur la situation politique tant à l'international qu'en France. Ce 29 mai, tu étais avec nous à un rassemblement organisé par République Souveraine portant sur le 29 mai 2005, le référendum qui a été écrasé en 2008, le dernier référendum de France. Et aujourd'hui, on va parler de perspectives politiques, parce que tu as analysé la tripartition de la vie politique, le blocage de la vie politique. On a vu avec toi à plusieurs reprises ce problème de la démocratie minoritaire, de l'incapacité de ceux qui avaient avant le pouvoir, qu'ils soient de gauche et de droite, de se maintenir au pouvoir tout seul. Il a fallu après des coalitions ou des rassemblements politiques un peu étranges, que ce soit en France, en Roumanie, en Pologne, en Allemagne, partout ça s'effrite de plus en plus. Là, on a une élection en Pologne, dont on avait parlé. Et là, c'est le populiste qui l'a remporté. Parallèlement à cette journée, j'avais fait une interview de Marcel Gauchet, très bonne interview, je vous invite à la regarder sur Fréquence Populaire. Vous regardez beaucoup Todd, mais pas trop Gaucher, pourtant c'est c'est une très bonne interview. Ouais, un de nos grands intellectuels. J'y ai jeté un œil et c'est vraiment très bon. Et on y aborde un peu ce dont on veut discuter aujourd'hui avec toi, François, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle perspective politique on peut donner? Parce que c'est la question qui s'était posée aussi le 29, parce qu'on est toujours à se lamenter. On dit, on n'a pas respecté le référendum, ils savent pas gouverner, c'est une catastrophe, les comptes publics s'effondrent, c'est de la désindustrialisation, les services publics partent en quenouille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça a été bien souligné par toi, par Stéphane Rosès, par Benjamin Morel, par d'autres, par François Bollot aussi, mais que ce soit en 2005, que ce soit avec les Gilets jaunes, il n'y avait pas de perspective politique. Donc c'est ça qu'il y a à construire, donc c'est ça dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Oui, ça dont on va parler, parce que moi je lis quand même pas mal les commentaires là, que les gens qui sont derrière le poste nous font l'amitié de mettre sur les différentes émissions, parce que je me nourris aussi de ça, de leurs remarques et de leurs réflexions. Et effectivement, il y en a plusieurs qui nous disent on est assez d'accord avec l'analyse que vous posez, mais maintenant il faut passer à l'étape d'après. Donc c'est peut-être ce qu'on va essayer de faire. Et c'était ça aussi l'objet de ce beau rassemblement organisé par République Souveraine. Je le rementionne parce que c'est un fait politique alors qui valorise l'action de République Souveraine, certes, mais qui montre aussi en contrepoint qu'il s'est pas passé grand-chose quand même, l'air de rien, sur la sphère politique pour les 20 ans du non au traité constitutionnel européen. Moi, j'ai pas vu de grandes initiatives comme celle-là qui a été posée le 29 mai 2025, 20 ans après. J'en ai pas vu dans les autres partis, des partis qui ont autrement de surface, autrement de moyens, qui auraient pu se saisir de l'occasion. Et j'ai pas vu de lieu de débat qui ont été proposés de la sorte. Je le dis parce que c'est pas anodin. Voilà, on aurait pu penser, et on devrait continuer à mon sens à penser, que le tremplin, ce sur quoi on peut rebondir, ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est cette majorité populaire qui s'est exprimée en 2005. Et si les partis qui sont aujourd'hui institutionnalisés ne le font pas, ça montre que eux aussi, quelle que soit finalement la part qu'ils ont pu prendre dans ce non de 2005, sont sinon en rupture de banc, du moins gênés un petit peu aux entournures. C'est-à-dire qu'ils ne le revendiquent pas et ne l'assument pas encore totalement, ou en tout cas, ils en font pas le levier politique qu'il devrait être. On peut penser par exemple au Rassemblement National, qui était très très fier d'avoir participé à la campagne du non, avant c'était le Front National, qui à peu voulait sortir de l'UE et de l'euro. On peut penser à la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait le plan B, qui avait milité pour le non. C'est vrai que je suis assez étonné que la France Insoumise n'ait pas fait de grosses initiatives là-dessus. J'ai noté que Jean-Luc Mélenchon a fait dans ses vidéos une sortie importante dessus, et une analyse d'un petit quart d'heure dessus, qui est de qualité, qui est intéressante là-dessus. Mais un parti qui dit qu'il faut transformer une idée, une pensée en force matérielle, c'est que à l'occasion de cet anniversaire, il aurait fallu produire un événement concret.
Je suis assez étonné de pas l'avoir vu. En tout cas, quoi qu'il en soit, bravo à République Souveraine. Mais c'est aussi un signal politique qui n'est pas très bon, le fait qu'il n'y ait rien eu d'ampleur dans les autres forces autour. Est-ce que c'est le signal politique que même ceux-là qui sont censés être les plus contestataires de l'ordre politique actuel, en fait, acceptent mollement, sans trop le dire, le cadre européen, le cadre de Bruxelles, quelque part le cadre même néolibéral, atlantiste? Il y a peut-être une part de ça, et puis il y a peut-être aussi ce qu'on va essayer de voir et de diagnostiquer dans cette émission, c'est-à-dire que le nom du 29 mai 2005 nous amène à nous poser des questions sur ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour reconstruire une stratégie à perspective majoritaire, et certains sont peut-être gênés aussi par les réponses qui sont apportées, ou peut-être aussi que le fait de jeter un coup d'œil en arrière sur ce qui s'est passé depuis le 29 mai 2005 amène certains à voir qu'ils ont peut-être parfois tenté de prendre des raccourcis qu'il ne fallait pas prendre, ou ils sont peut-être parfois mis un peu en opposition par rapport à certains enseignements qu'on aurait dû tirer du 29 mai 2005. Donc c'est peut-être ça, nous, qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Avec ce que tu disais, peut-être un mot malgré tout pour resituer les choses quand même toujours, enfin tu sais que c'est ce qui me tient à cœur, dans ce panorama européen. Moi, l'analyse que j'ai faite du 29 mai 2005, c'est que c'est le début d'une séquence qui s'est ouverte, qui a conduit sur les routes de l'enfer démocratique. C'est-à-dire que les dirigeants ont analysé ce 29 mai 2005, le vote français comme le vote irlandais d'ailleurs, comme le fait que bon, maintenant ça suffit. On ne peut plus faire confiance au peuple, et il faut qu'on mette en place des stratégies pour s'y soustraire. Et l'une de ces stratégies, ça a d'abord été les grandes coalitions, et quand les grandes coalitions n'ont plus fonctionné, ça a été l'ère de la démocratie minoritaire, c'est-à-dire le fait soit de gouverner de manière minoritaire à la tête d'attelages qui font moins de 50% au sein des parlements nationaux, soit le fait de trouver encore un biais par rapport à la démocratie minoritaire, qui est le fait de construire des coalitions totalement hétéroclites, que j'appelle des coalitions grands chapiteaux, qui n'ont pas d'armature idéologique, mais qui sont donc instables, mais qui permettent de se maintenir en place. Et donc ça, c'est un phénomène de fond au niveau de l'Union européenne, puisque moi j'avais compté 18 gouvernements sur 28 en 2018 qui étaient dirigés par des gouvernements minoritaires au sein de leur propre parlement. Eh bien, sur cette base-là, on voit des enseignements et on voit des enquistements. Dans les précédentes émissions, on avait regardé ce qui s'était passé au Portugal, tu te souviens, où on a vu que les élections et en Roumanie avaient conduit à perpétuer d'une certaine manière les blocages et cet enquistement de la démocratie minoritaire. Là, il y a eu il y a eu une élection qu'on avait déjà évoquée pour le premier tour, qui était l'élection en Pologne. Le premier tour a eu lieu le 18 mai. On avait vu qu'il y avait eu un score très serré, où le candidat libéral et pro-européen est arrivé en tête avec 31% à peu près des voix, mais il était suivi par le candidat du PiS, du parti Droit et Justice, un parti populiste, je ne sais pas si c'est le terme le plus adéquat, un parti qui était renvoyé par beaucoup à l'extrême droite avant qu'émergent notamment à l'occasion de cette élection présidentielle deux autres forces réellement d'extrême droite, bien à la droite du PiS, et qui pesaient à elles deux plus de 20%. Et donc le deuxième tour de cette élection polonaise avait lieu le dimanche 1er ou 2 juin. 1er juin. 1er juin, le dimanche 1er juin. Et donc il y a eu un scrutin extrêmement serré. D'abord, le candidat libéral et pro-Union européenne a été annoncé vainqueur, avant que dans la nuit, les résultats s'inversent et que ce soit finalement le candidat du PiS, M. Nawrocki, qui l'emporte de peu. Moins de 51%. Voilà, les résultats sont très serrés. Alors je m'excuse parce que je m'étais trompé. J'avais dit que ça serait le candidat du bien et de l'Union européenne qui l'emporterait, parce que, in fine, il trouvera un front fort, comme en Roumanie, comme en Moldavie, et finalement, non. Mais ça ne s'est pas fait, et ça ne s'est pas fait aussi peut-être parce qu'il y a eu une forte mobilisation. Il y a eu plus de 72% de mobilisation, ce qui est beaucoup pour une élection présidentielle en Pologne. En tout cas, cette élection, il faut regarder sur quoi elle s'est jouée. Parce que finalement, on a des candidats qui étaient assez proches sur beaucoup de sujets,
qu'il y avait des petites variantes, mais même sur la question ukrainienne, par exemple, la variante n'était pas si importante que ça. Le candidat Naoki, issu du PiS, qui a finalement été élu, lui, il n'était pas pour que l'Ukraine adhère à l'OTAN ou rentre dans l'UE, mais il était toujours pour apporter un soutien à l'Ukraine. Il est très critique vis-à-vis de M. Zelensky, mais il est toujours dans un soutien à l'Ukraine. Non, la principale différence entre les deux, elle se jouait finalement sur le rapport à ce qui nous entoure, qui est quelque chose qu'on ne questionne pas assez, enfin, qu'on ne questionne pas assez. Nous, je crois qu'on le questionne, mais je crois que j'aimerais que nos dirigeants le questionnent un peu plus. Ce que je suis en train de dire, c'est que on avait un candidat libéral qui était le candidat de Bruxelles, qui poussait pour plus d'intégration fiscale, pour plus d'intégration économique, pour plus d'intégration tout court au sein de l'Union européenne et pour un élargissement toujours plus important de l'Union européenne. Pour plus de transfert de souveraineté du pouvoir de Varsovie à Bruxelles. Tout simplement. Suivant en cela Donald Tusk, qui est Premier ministre et qui était ancien président du Conseil européen pendant des années. Mais de l'autre côté, le candidat qui a été élu, lui, il était donc très anti-européen. En tout cas, il était pour mettre un coup d'arrêt à l'intégration européenne. Mais très honnêtement, c'est pour mieux se mettre dans la main de l'atlantisme et de Monsieur Trump. Avant le premier tour. C'est un grand copain à Trump. Il a bien montré les photos. Il avait été à la Maison Blanche avant le premier tour. La secrétaire d'État à la sécurité intérieure américaine est venue dans l'entre-deux-tours faire sa campagne en Pologne. Et lui-même a dit qu'il était prêt pour une nouvelle base américaine en Pologne. Et il proposait même de baptiser cette base la base de Donald Trump. Voilà un peu le profil. On a parlé plusieurs fois du basculement géopolitique à l'est, du pivot, du point de gravité européen plutôt vers l'est, sur un axe Varsovie-Kiev, très 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 dans la main des États-Unis, comme tu viens de le dire, plutôt que de rester avec les Français et les Allemands qui sont un petit peu les adversaires maintenant des États-Unis, en particulier sur les questions économiques et industrielles. Et donc Varsovie, on l'avait dit, c'est le point central géopolitique pour les Américains. Et c'est un cas d'école, c'est un cas d'école entre ce que dit Todd, entre d'un côté les eurolâtres et de l'autre les euro-atlantistes, en réalité. Mais ce que moi j'en tire, c'est qu'il n'existe pas d'alternative, en fait, sur la scène politique dans ce pays-là. Il y a soit le choix de se mettre dans la main de Bruxelles, soit de se mettre dans la main de Washington. Et finalement, c'est de plus en plus à ça. En Roumanie, George Simon, celui qui a été choisi à la place de Georgescu, qui a perdu, il a été quand même bien. C'est-à-dire conforme du point de vue atlantiste. Il était toujours anti-UE, mais Georgescu, lui, était très critique de l'UE. Or, la plus grosse base est en voie de finalisation en Roumanie. On ne pouvait pas avoir un candidat, un président qui ne soit pas atlantiste. Donc c'était le minimum. Il pouvait être anti-UE, mais il fallait qu'il soit atlantiste. Et donc, moi, ce que montre cette élection polonaise, à mon sens, c'est ça. C'est le fait que sur la scène politique, sur les scènes politiques nationales, aujourd'hui, finalement, l'offre politique, elle se résume entre l'un et l'autre. Entre soit pousser à plus d'intégration vers l'Union européenne, soit finalement ne pas avoir de pensée stratégique propre et rester dans la main des États-Unis. Et c'est une dichotomie qui doit nous inquiéter. C'est-à-dire que là aussi, il va falloir qu'on ouvre une troisième voie qui aujourd'hui tarde à apparaître. Alors attention, cette troisième voie, ça ne peut pas être non plus un Macron qui nous répète à l'envi que finalement la troisième voie c'est moi, c'est nous, c'est l'Union européenne qui est un acteur majeur en tant que tel. Je le dis parce que Emmanuel Macron a fait un récent voyage en Asie du Sud-Est et il a notamment fait un discours à l'occasion de l'ouverture du sommet de la défense d'Asie du Sud-Est. Bon, outre le fait qu'il a comparé Taïwan à l'Ukraine, excusez-moi, c'est pas tout à fait le même objet politique entre l'Ukraine et Taïwan, qui est reconnu par une douzaine de pays, je pense, dans le monde, et qui mais dans qui la ne se reconnaît même pas elle-même comme pays indépendant, parce que c'est que c'est elle, qu'il n'y a qu'une seule Chine, mais que c'est son chemin le bon. Voilà, et qu'on est dans la perspective de la Chine unique. Donc, outre le fait d'avoir braqué les Chinois là-dessus, j'évoque ça parce qu'Emmanuel Macron a, dans ce même discours, quand même menacé la Chine en disant que l'OTAN, il parle parce qu'il parle toujours au nom des autres, Emmanuel Macron, que l'OTAN pourrait, si la Chine avait trop de velléité, être amenée à intervenir et à devenir un acteur pour parer à toute velléité chinoise.
Bon, Oubliant que l'OTAN, le problème que les Chinois protestent depuis maintenant plus d'1 an du déplacement de l'OTAN très très loin de l'océan Atlantique, justement en Asie. Donc la menace est déjà, enfin, ce que Emmanuel Macron perçoit comme, enfin, la menace que fait Emmanuel Macron est déjà en œuvre. Les Chinois protestent et les BRICS protestent contre cette extension déjà de l'OTAN. voilà, donc on a, bon alors c'est sous l'égide de l'OTAN, donc on peut penser que c'est sous parapluie américain, bien évidemment, mais enfin, dans la pensée de Monsieur Macron, ça veut pas dire ça. Ça veut dire nous sommes un acteur important et nous existons en tant que tel sur la scène. Bon, voilà peut-être ce premier point par rapport à la Pologne, juste pour clore la partie internationale avant qu'on en vienne et qu'on mette le doigt sur, enfin les mains dans le cambouis là, pour parler de ce qu'il faudrait faire en France. Un mot parce que c'est tout frais, aux Pays-Bas, qui est quand même là aussi un cas d'école de la démocratie minoritaire, du bazar permanent, puisque Geert Wilders, le chef de file du parti d'extrême droite, qui était arrivé en tête aux dernières élections, qui était membre, pas lui, mais son parti, de la coalition Grand Chapiteau, hein, très hétéroclite, qui n'avait aucune armature Ils ont mis 6 mois à constituer. Et donc, il retire ses pions, et 6 mois à constituer, mais ça veut dire qu'il y a eu 1 an sans gouvernement. Oui. Parce que la chronologie, c'est 2023, Marc Rutte, celui qui maintenant est à l'OTAN, hein, parce qu'il se recase quand même tous ces gens-là, qui était Premier ministre, démissionne. Il y a les élections qui ont lieu en novembre 2023. Comme tu le dis, ils n'arrivent pas à constituer le gouvernement. Plus de 6 mois pour le mettre en place. Finalement, le gouvernement entre en fonction en juillet 2024. Quasiment 1 an, jour pour jour, après la démission du précédent gouvernement. Et ce gouvernement qui est en place donc depuis juillet 2024 n'aura donc pas tenu 1 an, puisque maintenant que Geert Wilders a retiré ses billes, ils vont pas pouvoir faire autrement que d'appeler à nouveau à des élections anticipées aux Pays-Bas. Alors pourquoi a-t-il retiré ses billes? Lui, il dit que c'est parce qu'il y avait un immobilisme sur les questions d'immigration. Hein. Il est sauvage hein, sur la question d'immigration. Geert Wilders, hein, ça rigole pas là-bas. Hein. Mais on peut aussi penser que l'expérience gouvernementale fait que son parti était en régression dans les sondages et était talonné cette fois désormais par les libéraux, comme toujours, qui profitent de la situation, et par les sociodémocrates qui ont repris un peu du poil de la bête. Mais enfin, tout ça est très compliqué aux Pays-Bas parce que c'est des européistes finis. Ouais. Hein, c'est Timmermans chez les sociodémocrates qui lui-même était vice-président de la Commission européenne et qui était parti faire la campagne la dernière fois et qui avait été largement battu. Donc je mentionne aussi ça, les Pays-Bas, pour dire que il y a à la fois ce mouvement d'ensemble où il y a cette polarisation sur la scène internationale entre les eurolâtres et les euro-atlantistes, et en même temps, il y a partout, d'élection en élection, ce phénomène de démocratie minoritaire qui continue à se propager et qui continue à s'enquister. Ça veut dire, et on en arrive peut-être à la situation française, ben qu'en fait on a 2 digues à faire sauter là. Il y a la digue internationale, quel positionnement, quelle idée de la France et de l'Europe aussi on peut avoir. Et puis il y a comment on arrive à sortir de cet enquistement de la démocratie minoritaire. Et là aussi, qu'est-ce qu'il faut qu'on élimine. Quelles sont ces parcelles de givre là qui ont cryogénisé l'ensemble de la scène politique. Alors, c'est intéressant que tu aies parlé des Pays-Bas, parce que ce non-gouvernement pendant 1 an, on l'a déjà connu en Belgique, et souvent les citoyens ont la mauvaise analyse, c'est-à-dire « Oh, ça fonctionne, le pays fonctionne sans gouvernement pendant 1 an, à quoi ils nous servent ces guignols à part faire du théâtre ?» Le problème, c'est que ça illustre de manière claire et nette que le pouvoir réel est déjà détenu ailleurs et que ça peut tourner avec les directives de l'Union européenne. Et d'ailleurs, le fait, tu l'as très bien dit, Timmermans, Rutte, sont des gens qui passent d'une organisation supranationale à une fonction élective dans leur pays. Tout ça est déjà un quasi-État. Je parle de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que, justement, quand on a eu l'interview que j'ai faite avec Marcel Gauchet, lui, c'est ça qui l'intéresse le plus. Il dit, le terme qu'il utilise, c'est « il y a un coup d'État en douce ». Voilà, on subit un coup d'État. Et le coup d'État, c'est l'Union européenne qui le mène. C'est le processus de fédéralisation. Et la première étape, ça a été tous les différents traités, les différents référendums non respectés, dont celui de 2005. Et pour lui, c'est le combat essentiel. Soit la nation française disparaît avec les autres nations dans un
boulga, un pâté européen encore indéfini, soit on résiste. Alors comment on résiste? Et lui, il a ces mots forts, il dit moi je suis populiste. Voilà. On dit que c'est mal d'être populiste, eh bien non, je le revendique. Alors c'est pour ça que j'ai mis aussi ce petit truc là, ce poster. J'aime bien l'évoquer régulièrement parce que c'est à Rome ça que ça se passe. Au moment où on a la transition politique très forte, on a d'un côté les optimates, les meilleurs d'entre nous. Les premiers de cordée, on pourrait mettre les premiers de cordée là. Et là, on a les populares, ceux qui appartiennent au peuple, donc les populistes, ils sont là. Alors là, on a ceux qui sont pour que le pouvoir soit au Sénat, aux élus, pour que le maintien de l'oligarchie, et pour que rien ne change. Enfin, proposition zéro. Là, c'est très très bien résumé. Et dedans, on a Cicéron, qui est la figure quand même qui est tout le temps remise sur le devant de la scène, y compris aujourd'hui, et qu'on enseigne bien aux jeunes du lycée. Enfin, même. Voilà, exactement. Mais de l'autre côté, on a les lois agraires des Gracques, donc la redistribution aux paysans, les lois frémentaires qui permettent la réduction plafond du prix du blé. Ça sera le cas à la Révolution française, voire la gratuité pour le peuple. On a la réduction des dettes, l'ouverture de la citoyenneté aux alliés italiens, donc l'extension de la citoyenneté romaine, qui est quelque chose d'assez incroyable à l'époque. Et puis l'augmentation des pouvoirs des plébéiens. Dedans, on a César, on a Marius, on a Marc-Antoine, et celui qui va devenir empereur, Octave. Et c'est souvent les populistes. Et donc il dit il faut être populiste, sinon on ne peut pas s'en sortir de cette démocratie minoritaire, de ce que tu décris, de cette glu qui colle à tous les pouvoirs et à quasiment tous les partis politiques dans l'Union européenne. Alors quid? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est être populiste? Est-ce que c'est très négatif, c'est horrible, populiste? Est-ce qu'il y a un populisme de droite? Est-ce qu'il y a un populisme de gauche? Est-ce qu'il y a un socle commun? Qu'est-ce qu'on défendrait, d'après toi, si on proposait une alternative politique? Alors, elle passerait par quoi? Quels sont les grands marqueurs principaux? Elle passerait par d'abord se défaire du cadre de l'existant dans lequel on nous a enfermés. Voilà. Je crois que c'est une étape politique, le fait de nettoyer la table. On ne peut pas en faire l'économie. Voilà. On peut se dire qu'on va faire émerger le plus beau des projets, mais dans le monde tel qu'il est, sur la scène politique telle qu'elle est figée, telle qu'elle est occupée, il n'y a pas d'espace aujourd'hui. Donc il y a un problème d'offre politique, mais il faut créer l'espace politique. Je dis ça parce que si on reprend le fil de ce que j'évoquais, 29 mai 2005, les grandes coalitions, les gouvernements minoritaires, il y a des gens qui ont bloqué, et certains qu'on prend pour des imbéciles, mais qui ont quand même eu une petite pensée politique. Je pense à Monsieur Macron, qui a dit deux choses, qui a dit sur ce que tu dis sur l'Union européenne, il faut faire le saut fédéraliste. C'était ça son idée de la souveraineté européenne. C'était de dire, on est bloqué dans les différents pays, il faut qu'on s'affranchisse du corps électoral dans le cadre national, parce qu'on n'arrive plus à imposer nos vues, et donc qu'on éloigne le pouvoir et qu'on bascule du point de vue européen. Je le mentionne, c'est pas ça qu'on va traiter aujourd'hui. Mais, premier point. Le deuxième point, il a agi aussi dans le champ national. Et quelle a été son idée? Ça a été de mettre en place, je dis bien de mettre en place, la tripartition de l'espace politique. La tripartition de l'espace politique n'est pas un résultat naturel. Ce n'est même pas la vision qui se dégage d'un résultat électoral depuis 2017. C'est quelque chose qui a été pensé politiquement, qui a été imposé. C'est un récit politique, la tripartition de l'espace politique. Et c'est un récit politique auquel on voit bien que Monsieur Macron souscrit. Parce qu'à partir du moment où c'est une tripartition et où c'est un trépied, c'est pas un trépied où tous les pieds sont à égalité. Le pied qui est central est forcément plus haut que les autres. Pourquoi? Parce qu'il peut rabattre soit d'un côté, soit de l'autre, en fonction de la situation, une part de l'électorat des autres blocs. Donc lui, on voit bien qu'il a intérêt à cette tripartition. Mais les autres blocs, ils ont cotisé à la tripartition de Monsieur Macron. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit qu'il y avait un raccourci électoral. Ils se sont dit qu'il n'y avait plus forcément besoin d'atteindre les 50% qui leur paraissaient si compliqués à avoir, si inaccessibles, ou
si long à atteindre. Peut-être que certains n'ont pas la patience du temps politique, se sont peut-être dit que leur âge avançait, qu'il fallait essayer d'aller plus vite et de court-circuiter tout ça. Et donc, certains se sont dit qu'il fallait souscrire à cette tripartition de l'espace politique. Ça a été le cas dans les deux autres blocs. Et donc, la tripartition est une construction de l'espace de l'espace politique. Et donc, il faut faire tomber d'abord cette idée. C'est la première des choses qu'on doit faire. Tant qu'on restera figé dans la tripartition de l'espace, on n'en sortira pas. Et sur quoi doit-on s'appuyer pour ça? Sur la volonté populaire, c'est-à-dire que les gens n'ont pas envie d'être enfermés dans la tripartition. Je rappelle toujours ce sondage qui est sorti en janvier 2022. On était à moins de 3 mois de l'élection présidentielle de 2022 et 82% des Français refusaient de voir se rejouer le match de 2017 entre Mélenchon, Le Pen et Macron. Autrement dit, ils voulaient sortir de cette tripartition de l'espace politique. Et pourtant, c'est elle qui s'est réimposée à eux, qui s'est réimposée aussi à eux en 2024. Donc, il faut poser un acte politique pour rompre cette idée même de tripartition. Alors, bien sûr, on pourrait laisser faire et laisser aller, hein, et peut-être que ça va suffire. Peut-être que ça va suffire. Si on pense à cette idée de supernova de la politique que j'ai essayé d'expliciter dans notre précédent échange, on peut se dire que le mouvement libéral bénéficie d'un regain aujourd'hui d'intérêt qui lui est porté du fait de la mise en place du Trumpisme et de son extension et de sa propagation un petit peu partout, et que la force qui catalyse aujourd'hui l'idée de protection par rapport au Trumpisme, c'est le mouvement libéral. C'est ce qu'on voit dans les différentes élections. Ça ne me fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Mais on peut penser que c'est une surbrillance qui ne suffit pas parce que ce mouvement est en train de s'effondrer sur lui-même, comme on le voit là encore dans les différentes élections, puisque son socle électoral continue malgré tout à s'éroder. Il gagne en luminescence par contre-jour, par contrepoint avec ceux qui l'entourent, mais lui-même continue à s'effondrer. Donc, on peut se dire que la tripartition, elle va s'effondrer d'elle-même. Mais enfin, moi, la fonction de spectateur passif, moi, ne me plaît pas plus que ça. Voilà, je veux pas remettre dans mes mains de citoyens, le fait d'attendre que peut-être que cet effondrement, qui est sans doute en cours, arrive à son terme. Il faut dans ce cas-là qu'on définisse une stratégie qui nous permette d'être proactifs pour arriver à casser la tripartition. Voilà le premier point. Alors la question c'est maintenant comment on fait pour rompre cette tripartition de l'espace politique. Et là, on en arrive à 2 points peut-être. Le premier, c'est que soit on dit faire exploser ou rentrer dans une stratégie des interstices. Ça a pu exister, ça. Moi, par exemple, dans ma vieille carrière militante, c'est ce que j'avais pratiqué avec d'autres à l'époque du Parti de gauche, par exemple. Dont tu avais été secrétaire général. Oui, le Parti de gauche, quand il a émergé en 2009, il rentrait sur une scène politique qui était déjà occupée. Et pour se faire un espace, on avait décidé, on avait théorisé l'idée d'aller sur les thématiques qui n'étaient pas les thématiques sur lesquelles les autres partis intervenaient déjà, parce que sinon on n'avait pas voix au chapitre, parce que le parti de gauche, les médias dominants nous renvoyaient qu'il n'existait pas. Vous êtes 2, disait-il à l'époque, en référence aux 2 parlementaires uniquement du parti à cette époque, qui étaient Marc Dolay et Jean-Luc Mélenchon. Donc la stratégie des interstices peut, à certains moments, correspondre à une situation. Mais moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça soit la stratégie la plus adaptée, c'est-à-dire celle d'investir des champs qui sont finalement des champs un petit peu résiduels. Voilà. Moi, je pense qu'il faut faire une stratégie qui est tout de suite une stratégie du commun, qui est une stratégie englobante pour arriver à trouver un fil directeur auquel les uns et les autres doivent se raccrocher. Et pourquoi est-ce que je pense qu'il vaut mieux faire ça plutôt que la stratégie des interstices? Parce que la stratégie des interstices, elle se grefferait sur une situation qui est finalement le dérivé, ou la dérivée, si on parle scientifiquement, de la tripartition de l'espace politique, qui est la stratégie du socle. Tripartition, ça veut dire que chacune des 3 forces en puissance s'est construite sur son socle électoral et vise avant tout à renforcer son socle électoral, pas tant numériquement que qualitativement. C'est-à-dire que le but n'est pas d'élargir le socle électoral,
peu importe, puisque le but n'est plus d'atteindre 50%, le but est d'avoir un socle électoral suffisamment fort, suffisamment puissant, pour qu'il permette de l'emporter, ou en tout cas d'être en tête lors du premier tour et de se qualifier pour le deuxième tour. Et bien dans un paysage qui est comme ça, où ce sont les stratégies du socle que l'on voit à l'œuvre, tant du côté du Rassemblement national que du côté de la Macronie, que y compris du côté de la France insoumise, c'est-à-dire un socle qualitatif avant toute chose, qui pousse donc à la polarisation, eh bien, si on se jetait dans une stratégie des interstices, finalement, on se jetterait dans la même stratégie que les autres, qui est une stratégie d'assignation à résidence électorale. Voilà. Chacun est parqué dans une case ou dans une autre. Donc, il faut faire exploser la tripartition. Pour faire exploser la tripartition, je propose une stratégie proactive qui n'est pas la stratégie des interstices, qui est une stratégie plus globale, qui est une stratégie de recherche du commun. Voilà un peu pour... Alors, je sais qu'on est encore à ce stade dans le diagnostic, mais si je dis ça, c'est que tout ça, c'est des questions qu'il faut trancher. Moi, je les avance ici en cascade, mais j'appelle chacun à réfléchir. À chaque fois, il y a une question qui est à trancher nouvelle. Est-ce qu'on fait avec l'existant ? Ou est-ce qu'on le casse ? Comment le casse-t-on ? Est-ce qu'on attend qu'il s'effondre et on se prépare pour se mettre en situation, voire chevaucher la vague ? Ou est-ce que on agit en conséquence ? Et puis maintenant que j'ai dit que ma stratégie m'a mené à essayer de rechercher le commun, il faut qu'on réfléchisse à quel est ce commun. Sur quoi ? Sur quelle base ? Je vais te laisser continuer. C'est quoi cette base ? Est-ce que c'est une base... Parce qu'on a toujours cette distinction de gauche et de droite. D'ailleurs, Marcel Gauchet en reparle, il dit ça existe toujours la gauche et la droite, au sens ancien, où il l'entend, ce qui est mon cas aussi, je pense le tien, c'est un désaccord sur la répartition de la richesse produite dans le système capitaliste. Bon. En dehors de ce clivage, c'est quoi ce commun qui puisse fédérer le peuple, c'est-à-dire des citoyens qui n'ont pas nécessairement à la base les mêmes idées politiques surtout. Qu'est-ce qui est ce commun qui fait que, selon toi, on se met derrière une bannière ? Alors, tu viens de le dire, tu viens de dire, il faut là aussi trancher le d'où on part. Voilà. Parce que c'est finalement le corollaire de ce que je viens d'évoquer. Quand je dis d'où on part, ça veut dire tout simplement, est-ce qu'on pense aujourd'hui que les préliminaires nécessaires est de rassembler la gauche pour ensuite élargir ? Ou est-ce qu'on pense que le rassemblement de la gauche aujourd'hui est quelque chose qui, de fait, va enfermer dans ce qu'est la gauche et empêchera l'étape de l'élargissement. Et donc, dans ce cas-là, il faut inverser les choses et partir sur un rassemblement tout de suite populaire sur ce fil rouge qu'on va essayer de trouver après, et que ça permettra d'embarquer avec soi la gauche. Il y a ces deux options sur la table. Moi, je crois que la seule option valable, c'est la deuxième, c'est celle du... Parce que celle de la gauche, déjà, il faut être d'accord sur ce qu'est la gauche, c'est tout très compliqué, et très divisé, même sur la définition de ce qu'est la gauche. Oui, mais toi et moi, on l'a peut-être tranchée, on le voit dans la discussion, et elle a été tranchée à des périodes politiques. Mais elle est remise sur le tapis. C'est-à-dire que, par exemple, en 2017, cette question a été tranchée. La campagne de LFI, par exemple, en 2017, est une campagne qui dit, pour rassembler la gauche aujourd'hui, ça ne sert à rien de partir de celle-ci parce qu'elle n'est pas propulsive, mais il faut s'adresser largement à l'ensemble du corps des citoyens, et ça permettra de réembarquer la gauche, et finalement même de la consolider autour de soi. Mais, excuse-moi, tu as bien noté quand même que depuis 2017, cette stratégie qui était développée par LFI a changé, et ça a basculé sur une stratégie du socle qui vise à prendre le leadership à gauche. Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas caché, je me souviens d'un congrès du parti de gauche à huis clos dans lequel il avait énoncé ce basculement-là. Mais est-ce qu'on pense que cette stratégie-là peut permettre ensuite d'élargir le socle? Moi, ça ne me choque pas qu'on y pense et qu'on y croit. C'est-à-dire de se dire, si mon socle est suffisamment fort, ça me permettra de faire les 22, 23, 25% qui permettent d'être au deuxième tour. Et après, par contre, c'est là que moi j'ai une interrogation politique. Quel est le tour de magie qui fait qu'on passe des 25% ou des 30% tout mouillés, allez, même les 30% tout mouillés de ce qu'est la gauche aujourd'hui, et je suis généreux en disant ça,
quel est le bon dans une séquence historique où l'hégémonie culturelle actuellement n'est pas du côté de la gauche, comment on fait la bascule pour atteindre les 50%. Mais j'entends qu'il y ait cette stratégie, mais j'entends pas comment elle bascule du premier tour ou du deuxième tour. Mais en tout cas, moi je suis pas là pour me mêler de la stratégie électorale et politique de LFI. Ce que je dis par contre, c'est que qui veut révolutionner la scène politique doit se poser la question et doit la trancher clairement. Clairement, on ne peut pas faire les deux à la fois. En disant ça, je fais référence par exemple à l'expérience Montebourg de 2022. Voilà. J'ai pu voir ça d'assez près. Moi, je ne connaissais pas Arnaud Montebourg. J'avais mis un orteil au sein du Parti socialiste, mais j'ai rencontré quelqu'un dont je voyais bien qu'il avait fait son aggiornamento intellectuel. Il avait compris, lui, qu'on ne pouvait plus partir de la gauche, que ça ne servait à rien de rassembler d'abord le Parti socialiste pour essayer de rassembler ensuite les Verts avec soi et ensuite le plus possible de la gauche pour s'adresser au pays. Il avait fait ça, il était capable, lui, de vouloir s'adresser au pays tout entier. Mais malgré tout, il avait derrière lui des cordes de rappel de gens qui disaient non, il faut l'accord du Parti socialiste, vive Olivier Faure, il faut absolument qu'il nous adoube, et il faut qu'on ait derrière nous Madame Anne Hidalgo, et comme ça nous apportera le soutien de Christiane Taubira, ça c'est important. Et sous la pression, donc, crac. Et sous la pression, crac. Parce qu'il y avait les deux stratégies, au fond. Ce que je dis aujourd'hui à celles ou ceux qui auraient des velléités d'essayer de rompre la scène, avec la scène politique actuelle, c'est qu'ils ne peuvent pas faire les deux à la fois. Voilà. Il faut qu'ils tranchent. Soit ils font une stratégie, mais qui est déjà occupée en réalité par Mélenchon, qui est cette stratégie socle plus rassemblement de la gauche, soit ils font différemment. Mais ils l'assument du début à la fin. Je sais que ce que je suis en train de dire doit apparaître aux amis qui sont derrière le poste comme un truc complètement bateau et évident, mais pardonnez-moi, sans doute parce que les esprits de ceux qui prennent des initiatives politiques ne sont pas forcément les plus évolués, ça ne l'est pas pour eux en fait. Voilà. Non, ils voudraient pouvoir tout faire parce que tous ces gens veulent en fait des garanties, des sécurités, tout ce que normalement la politique ne devrait pas pouvoir garantir. Et puis il y a des amitiés, des liens à maintenir, et prendre cette position, encore une fois, populiste, plus large, rassembleuse, nécessairement ça implique d'avoir des quelques ruptures, peut-être momentanées, avec certaines personnes avec qui on a passé beaucoup de temps. Bon, il faut l'accepter. Voilà. Donc une fois qu'une telle question serait potentiellement tranchée par je ne sais qui encore à ce stade, mais je note les étapes. C'est l'invité mystère, une figure, on ne sait pas laquelle encore, mais elle a tranché ça et elle prend cette ligne-là. Bon, celle du rassemblement. Voilà. Et là, par contre, là, on arrive quand même sur ce qui est le plus intéressant, sur quoi on se rassemble. Le plus intéressant, mais le plus difficile. Bien évidemment. Ce sur quoi on se rassemble, la question, c'est comment on refait corps politique collectivement. Comment on reconstitue autour de quoi le corps politique des citoyens. Alors c'est ce que Régis Debray appelait le sacré. Et à une époque, le sacré, c'était la nation, à l'époque, qui était pensée comme telle, la nation en tant que corps politique constitué, justement. Sauf que on a vu les turpitudes qu'a rencontré cette idée même de nation, du fait des coups de boutoir, je refais pas le film, hein, du libéralisme pendant 40 ans, qui ont poussé à l'émiettement de la société, à l'émiettement de l'individu, au fait de séparer l'individu du citoyen. Bon, bref. Mais en tout cas, la nation en tant que telle, et pas aujourd'hui, comme ça, d'un claquement de doigts, peut pas redevenir le nouveau sacré. Il y a des gens qui, maintenant, alors le temps passe vite, mais il y a quelques années, considérait que le nouveau sacré pouvait être l'écologie politique. Voilà. Que ça pouvait être le paradigme refondateur. Moi, j'y ai jamais réellement cru, mais l'idée était intéressante. C'est-à-dire que trouver quelque chose qui nous dépasse tous et qui nous touche et qui nous relie en tant qu'humanité était théoriquement, je dis bien théoriquement une idée qui aurait pu être porteuse. Ça a été tellement dévoyé par des catégories, disons, bourgeoises qui l'ont instrumentalisé et qui sont perçues par une grande partie du peuple, en particulier celui qui ne vote pas, comme étant des actions politiques contre lui punitives, je pense aux ZFE,
par exemple. Le dernier en date. Ouais. C'est une... Il y a des catégories sociales qui entendent écologie, alors qu'elles veulent bien protéger la nature. C'est pas le problème, ils ne vont pas déverser du pesticide partout. Ils entendent ennemis du peuple. Et on voit bien qu'on est au cœur du sujet, parce que ceux qui critiquent les gens qui ont voté contre les ZFE accusent leurs adversaires d'être des populistes. Donc on est très exactement dedans. Donc voilà, et puis à partir du moment où... Puis en plus, il y a quelque chose à rappeler, j'appuie ce que tu dis, c'est que la stratégie des socles, tu es sur le socle de ceux qui votent, et qui ont déjà choisi. Donc déjà, c'est très compliqué de rompre les socles qui sont quand même assez solides, et tu ne t'adresses pas à tous ceux qui votent pas, qui sont même très très nombreux. Ouais. Et le rassemblement, s'il est bien mené, ouvre des perspectives assez importantes en termes de vote de ceux qui ne votent plus. Et donc justement, si l'écologie politique ne peut pas être ce paradigme refondateur, il faut en chercher un autre. La guerre contre les Russes. Oui, ça marche bien, mais c'est déjà pris, je crois, en fait. Je ne voudrais pas te faire de mal, mais je crois que c'est déjà pris. Non, il faut en trouver un autre. C'est une chose déjà d'écarter ceux dont on ne peut pas se saisir en tant que tel. On pourrait presque rajouter, hein. Je sais que je ne vais pas te faire plaisir en disant ça, mais le terme souverainiste en tant que tel, à mon avis, est un terme qui est aujourd'hui sous le feu de tellement de tirs d'artillerie des positions adverses qu'il est trop compliqué de s'en ressaisir en tant que tel. Je ne dis pas en termes de contenu, je dis en tant que mot. Et si j'évoque la question du mot, c'est que il faut qu'on décide si, dans ce cas-là, la recherche de ce nouveau sacré se fait sous la forme d'un signifiant vide ou de quelque chose qui a déjà son propre contenu. Voilà. C'est la question d'après, ça. Est-ce que le sacré, on le porte déjà et on l'estampille en tant que tel, ou est-ce qu'il est avant tout un réceptacle dans lequel on va essayer d'amener les idées qui participent d'un certain sens commun, la bascule du bon sens au sens commun, au sens gramsciste. Voilà, c'est ça qu'il faut aussi ensuite étudier. Donc, si on disait la bonne idée demain c'est le souverainisme parce que c'est l'idée la plus à même de faire face au monde de demain, moi je dis sur le fond, je suis d'accord. Si on arrive avec cette bannière et ce totem, je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc, peut-être que l'idée est de continuer à chercher un signifiant vide incarné d'une certaine manière. Et ce qui m'a fait penser à ça, parce que tous les temps d'échanges nourrissent, et tu évoquais tout à l'heure le débat qui était organisé par République Souveraine, et il y avait Stéphane Rosès effectivement à la tribune. Stéphane Rosès qui était à la tête d'un institut de sondage à l'époque de 2005, qui racontait qu'il avait vu le nom, mais qu'il avait senti depuis le début qu'il pouvait se passer quelque chose, parce qu'il disait, il y a les 2/3 des Français à l'époque qui, quand on les interroge, disent qu'ils ne peuvent pas se positionner. Et ils ne peuvent pas se positionner entre le fait de dire que l'Union européenne, telle qu'on allait la leur proposer avec le traité constitutionnel européen, ils ne savaient pas si finalement elle les protégerait de la globalisation, ou si elle serait la pointe avancée de la globalisation contre eux. Ils n'arrivaient pas à se prononcer là-dessus. Eh bien, ce qui est apparu à ce moment-là, il faut qu'on arrive à trouver quelle est la question aussi, sur laquelle les gens s'interrogent et sur laquelle ils n'arrivent pas à se positionner. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans l'air du temps sur lequel on a une réponse peut-être toute faite qui nous est apportée en nous disant regardez, c'est ça qui vous protège, c'est ça qui va vous aider, et où peut-être au plus profond de vous, vous avez quand même des doutes, voilà, et où vous êtes interrogateur. Il faut qu'on arrive à trouver ça, parce que ça pourrait être à un moment donné le capteur d'un signifiant vide. Le deuxième point, qui est, ça je suis sur le registre de l'idée, c'est la même chose sur le registre matériel et concret. Je reviens encore à ce fameux débat du 29 mai 2025. Il y avait, outre Stéphane Rosès à la tribune, moi j'étais dans un débat auquel participait Jacques Nikonov. Jacques Nikonov qui était le président d'Attac à l'époque du 29 mai 2005. Et il faut se souvenir du rôle décisif, central, qui a été joué par Attac. Et Jacques Nikonov,
le rappelle en disant que les comités qui avaient été élaborés n'étaient pas des comités qui avaient été lancés par tel ou tel parti, par le rassemblement anti-libéral, qui n'existait d'ailleurs pas, les comités anti-libéraux, qui n'existaient pas d'ailleurs encore, qui ont été plutôt la suite du 29 mai 2005, qui n'étaient pas lancés par des personnalités du Parti socialiste ou d'ailleurs, mais qui étaient des comités qui étaient des comités attaques, qui se sont transformés en les comités du non. Ce qui veut dire là, c'est que ces comités jouaient le rôle de tiers de confiance. C'est-à-dire, les gens qui venaient de différents horizons arrivaient à venir facilement dans ce cadre-là, et le cadre lui-même est devenu ensuite une force matérielle et une force idéologique par le rassemblement qu'il a permis. C'est pas rien, hein, c'est pas un détail, parce que par exemple la question d'être un tiers de confiance, regarde le mouvement des Gilets jaunes, tu l'as dit au début de l'émission, qui a buté sur l'absence de débouchés de perspectives politiques, c'est parce qu'aussi il n'a pas pu, à un moment donné, être canalisé par un tiers de confiance. On a évoqué LFI, si LFI avait suivi la ligne de 2017, potentiellement, LFI aurait peut-être pu être le tiers de confiance disponible pour les Gilets jaunes à cette époque-là. C'est trop tard, ils avaient commencé à tourner. Donc il n'y avait pas de tiers de confiance disponible pour faire la bascule dans le champ politique. Donc la question qui nous serait posée au stade où je suis en train d'emboîter moi mes petites poupées là, les unes dans les autres, c'est quel est ce cadre aussi matériel qu'on fait émerger. Donc quel est ce signifiant vide? Quel est ce cadre? Là, on a deux questions fondamentales auxquelles il faut répondre. Ce 29 mai, on a eu l'intervention de quelqu'un qui aurait dû venir, mais qui n'a pas pu venir, parce qu'elle est engagée dans plusieurs combats politiques en ce moment en Grèce, et qu'il y en a un qui s'est manifesté dès le lendemain, le vendredi 30. Je parle de Zoé Constantopoulou, qui est intéressante parce qu'elle vient de Syriza, elle était très proche de Tsipras. Elle a été présidente de la Vouli, donc du Parlement grec, et on connaît l'histoire, référendum qu'elle soutient, 63-64% non, et Tsipras trahit, avec une bonne partie de Syriza, et elle abandonne ses fonctions, elle abandonne le pouvoir, elle abandonne une troisième position de l'État quand même, et elle part dans elle quitte le pouvoir avec honneur. Et elle se dit qu'elle va relancer quelque chose, mais évidemment, il y a une longue traversée du désert. Longue traversée du désert qui fait qu'elle crée un parti, Cap sur la liberté, qui est un peu un signifiant vide, on va dire. C'est Cap sur la liberté, c'est un bateau qui englobe, qui emmène les gens. Elle va faire des petits scores. Alors comme ils ont un système électoral différent, elle peut faire 1,97 ou 3% et avoir un élu au Parlement, donc ça permet déjà d'avoir un peu de visibilité. Mais néanmoins, elle était quand même très très contrainte, et puis là, elle est maintenant à 15, 16, 17, elle est la deuxième force politique du pays, avec seulement 6 députés, en tout cas, deuxième force en projection pour les prochaines élections. Parfois, elle passe même devant le parti du centre-droit de Mitsotakis, le Premier ministre. Et elle est le cœur des attaques du système. Or, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, d'abord, elle a gardé son intégrité, elle est restée sur sa ligne, ce que nous avons fait, entre autres, nous, par rapport à l'époque du plan B, puisqu'elle était aussi appelante au plan B. Arrive un événement qui est central pour la Grèce. C'est l'accident de Tempi. 58 morts, beaucoup de jeunes, et le pouvoir qui trouve à leur piste pour dire « Allez, c'est le hasard, et c'est à cause de lui, c'est à cause de Giorgos. Il est pas sympa, il a mal appuyé sur le bouton. » Et en fait, les gens n'acceptent pas, enquêtent, et découvrent que c'est la conséquence, je fais bref, tout ce qu'a demandé l'Union européenne. Les privatisations absurdes, des bouts de ligne qui appartiennent à différentes compagnies, moins de maintenance, moins de dépenses d'État, moins de services publics, tout craque jusqu'à ce qu'il y ait un accident. En fait, il y a eu beaucoup d'accidents. Celui-là, il était énorme et c'était l'accident de trop. Et elle dit, mais voilà pourquoi on faisait ce qu'on faisait à l'époque, on avait raison, ça ne fait que détruire le pays, et elle reprend le combat, et maintenant, c'est sur ça qu'il y a une fédération de gens qui viennent pas que d'anciennes Syriza, qui viennent de
tout le peuple grec qui voit bien qu'ils peuvent pas aller à l'hôpital, que c'est pas le même, qu'il se passe pas la même chose à l'école qui se passait il y a 15 ans, que les routes ne sont pas dans le même état, que les pompiers n'arrivent pas à éteindre les incendies, et ils se disent « Ah, elle a donné une voix en revenant sur son combat antérieur. » Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible en France ou pas, selon toi? Oui, enfin la démarche est possible et la démarche s'appuie et le point d'appui c'est toujours quelque chose qu'on voit pas venir, qui est soit un drame comme ça peut être le cas en Grèce, mais on sait que par exemple des révolutions citoyennes ont démarré en Amérique du Sud sur la question de l'eau, sur la question de ramassage des ordures. Bon, donc on peut avoir toutes sortes de points. Les gilets jaunes sur une petite taxe. Voilà. On peut avoir toutes sortes de points de départ, mais ça veut dire qu'il faut à la base, à la fois préempter un champ et à la fois être un réceptacle possible. Et ce qui veut dire qu'il ne faut pas remplir totalement les choses. Tu vois, là, j'ai essayé d'établir un raisonnement pour la mise en place d'une stratégie. Je ne vais volontairement pas au bout. D'abord parce que je serais bien en peine d'avoir une réponse arrêtée sur exactement ce qu'il faut faire, mais parce que il faut aussi avoir cette disponibilité à laisser les choses se remplir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à... Et je pense que personne n'y arrivera en disant, en 2027 ou avant, si l'élection présidentielle devait arriver avant, ou s'il y avait des législatives anticipées, la réponse est celle-là. Je pense que plus personne ne croira qui que ce soit qui aura la prétention de dire « la bonne chose à faire, c'est celle-là, faites-moi confiance ». Voilà. Les gens, ils en ont soupé. J'ai évoqué le fait qu'ils en avaient ras-le-bol de la tripartition en 2022, mais aujourd'hui, ils en ont ras-le-bol de la vie politique telle qu'elle est. Jusqu'aux sondeurs, on le voit, ils savent plus quoi faire. On les voit, ils sont en train de se plaindre aujourd'hui dans les médias dominants, pour dire ah oui, mais nous, on sait plus qui il faut tester. Parce qu'en fait, ils sont dans ce moment où ils sont obligés de tester des pions, mais qui sont par nature interchangeables. Et donc, moi, je crois que la personne idoine, mais le projet idoine qui émergera, il dira aussi que c'est un projet qui est à construire, qui est à remplir. Voilà. Il le cadrera, il le structurera, mais il dira pas tel qu'il est. C'est la même chose que, et c'est pour ça que j'évoque ça, c'est la même chose qu'un processus constituant. Je dis pas une constituante, je dis un processus constituant. Un processus constituant est beaucoup plus important que la constituante elle-même. Si je me bats pour demain pour une assemblée constituante, mais si je dis la constituante, pour moi, ça doit être ça, ça, ça et ça, et tel projet, et tel projet, et tel projet, c'est fini, le truc est mort-né. Si on dit par contre, parce qu'on a une confiance populaire, le processus constituant, on doit être les porteurs du processus constituant, et on remplira, et on fait confiance à cette capacité de déboucher sur ce qui est animé par les idéaux qui sont les nôtres, qui sont construits et qui sont assis sur 2 siècles et demi d'histoire collective, qui sont les idéaux des Lumières, d'un humanisme radical, d'une confiance en l'autre, qui est la perspective et l'âme de la société française. Si on fait confiance en ça, on peut reconstruire quelque chose. Voilà. Je sais bien que je suis d'abord sur des questions de méthode, mais la question de méthode est une question qui est plus décisive que jamais. Justement, résumons tout ce que tu viens de dire. Donc tu dis, il faut un rassemblement qui soit en perspective large et pas qui soit sur un socle. Point 1. Point 2, et il faut donc que ce soit pas sur un parti politique, parce que ça resserre considérablement. Et point 3, il faut donner une orientation, un cadre, mais qui soit assez ouvert pour que chacun puisse y mettre ses billes et s'y retrouver malgré ses différences. Et donc pas arriver avec... un cadre large avec une idée malgré tout au milieu, il faut 2-3 idées, oui. Structurante, mais voilà, le château, il est construit, il va être comme ça, et ça sera... Puis il n'y a pas à discuter. Ouais. Ça marchera pas. Donc on a ces 3 points. Et donc ensuite, après on a une difficulté, parce que là, bon, je l'ai à peine mentionné, mais tout le monde a bien compris. Moi, je suis pas partie de ces gens qui pensent qu'on peut changer l'Europe de l'intérieur, ou que... Ah bon pourtant, il y en a beaucoup. Maintenant, justement, il y en a trop. Incroyable. Tous ceux qui... De l'extrême droite à l'extrême gauche,
Tout le monde veut la changer de l'intérieur. Oui, ils pensent tous qu'ils vont créer des rapports de force au sein du Parlement européen. D'ailleurs, on remarquait que l'extrême droite, au sens réel, c'est-à-dire Madame Maréchal, son petit prénom m'échappe. Marion Maréchal, et même Bardella se sont ravis de l'élection du conservateur en Pologne et se disent mais voilà, nous allons être majoritaires dans l'Union européenne, un peu comme ce que pensaient les sociodémocrates à l'époque de Jospin, où ils étaient majoritaires et qui pourraient changer l'Europe de l'intérieur. Rien changé du tout. Et de l'autre côté, j'entendais Manon Bril qui disait mais l'Union européenne saura faire face aux candidats polonais. Bon voilà, tous ces gens-là sont en train de sauter à la corde. Elle a même rencontré Tsipras pour discuter avec lui de changer par la gauche l'Europe de l'intérieur. Bon, ils sautent tous à la corde. Non, mais donc moi je suis pas de ceux qui pensent qu'on peut changer les choses et l'Union européenne de l'intérieur et que ça fait partie des carcans qu'il faut faire sauter, que le seul moyen de le faire sauter, c'est par le biais de la souveraineté populaire, et la souveraineté populaire s'exprime d'abord dans le cadre national, et notre cadre national français, qu'on le veuille ou non, est structuré par l'élection présidentielle française. Donc, c'est celle-là, qu'on le veuille ou non, qu'il faut investir et où il faut arriver à faire dérailler la machine si on va dans le sens de mon raisonnement. Donc, je parle de l'élection présidentielle. J'ai donné une marche à suivre. Après, on a un problème, c'est qu'on a un problème qui a besoin d'une incarnation avec cette élection telle qu'elle est. Là encore, j'ai pas de normes moi à proposer, puis c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de le faire. Par contre, on peut regarder la nature et les profils. Je viens de dire ce que disaient les sondeurs là, qui essaient de prendre des personnages interchangeables les uns à côté des autres. Moi, j'y crois pas à ça. Voilà, je crois qu'on arrive à la limite du système. D'abord parce que le système est de plus en plus faible, les prétendants sont de plus en plus faibles. Franchement, ça devient un peu grotesque de voir les uns et les autres avoir en tête qu'ils peuvent être potentiellement candidats à l'élection présidentielle. Alors certains se disent si Macron l'a fait, moi aussi je peux le faire. Ok, je comprends l'idée, mais oui, le personnel politique est de plus en plus médiocre. Mais ça, on s'en sortira pas comme ça. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, et ça a été déjà en 2022, c'est le rapport au champ institutionnel. C'est le rapport au champ institutionnel. Si le champ institutionnel est vérolé et sclérosé tel qu'il est là, un candidat purement institutionnel pourra gagner s'il n'a affaire qu'à des candidats purement institutionnels autour de lui. Donc, mais ce qui serait intéressant, c'est quelqu'un extérieur au champ politique institutionnel. Qui pourrait faire irruption, mais qui pourrait pas venir non plus de nulle part. Voilà. La France, non mais ce que je veux dire, c'est que la France n'est pas l'Italie. Oui. La France n'est pas l'Italie et il y aura pas un BP Grillo qui peut apparaître comme ça d'un coup et faire tapis. Et puis Beppe Grillo lui-même c'était Coluche quand même, mais il était connu en Italie. Il venait pas non plus de... Non, mais je veux dire, il était connu, mais il venait complètement en extériorité par rapport au champ institutionnel. Aujourd'hui, on a un espèce d'espace politico-médiatique qui est pas celui dans lequel on aime le plus se mouvoir, mais qui est perçu par beaucoup de gens comme finalement un petit peu un même espace. Donc il faudrait que, s'il y a la capacité de renverser les choses, ce soit des gens qui aient plus ou moins un pied dedans, un pied dehors de cet espace-là, qui soient reconnus comme des acteurs de cette scène plus ou moins institutionnelle, politico-médiatique, et qui en même temps aient un lien réel avec le pays, qui soit pas rattaché, qui ne vivent pas que de ça, qui ne soient pas impliqués que pour ça. Le cas très à droite, c'est Zemmour. Qui s'est très bien lancé, qui s'est lancé c'est idéal typique par rapport à ce que tu dis, très à droite, mais après qui s'est complètement planté dans ce qu'il aurait pu faire. Mais il était très très bien parti. Qui a bénéficié d'une capacité propulsive extrêmement forte et puissante. Après, il a fait une mauvaise campagne, il a fait des mauvais choix. Ça c'est autre chose, mais c'est ça que tu veux dire, c'est ce genre de... Je crois qu'on n'a pas totalement terminé cette séquence. Voilà. Moi, je considère que la séquence destituante, c'est-à-dire le fait de mettre à mal ce qui existait, le fait de mettre à mal le bipartisme, le fait de mettre à mal les grandes autorités du régime, ça a pris un coup en 2017. Et c'était la grande élection destituante. Parce que les trois des quatre candidats qui sont arrivés dans un mouchoir, Mélenchon, Le Pen et Macron, avait une dimension destituante en 2017. Je crois que ça c'est pas totalement... Je crois que il y a eu par-dessus des choses qui ont été un peu plus compliquées. Alors ça s'est exprimé d'abord avec les Gilets jaunes,
c'est parce que ça n'avait pas été purgé par 2017 que le mouvement des Gilets jaunes a pu porter cette dimension destituante en nouveau. Ça s'est un petit peu tari avec le Covid, voilà, il faut acter cela, mais il reste quand même une fibre destituante qui cherche à s'exprimer dans la société. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du commun qui commence à être recherché, mais ça veut dire qu'on a les deux qui continuent à se mêler en parallèle. Et donc, l'élection de 2022 n'a pas permis du tout ça. L'élection de 2022, elle a été verrouillée totalement. Il n'y a pas eu le choix. C'était les mêmes que la fois d'avant. Donc moi, je continue à penser, et d'ailleurs c'est sans doute pour ça que les gens bloquent en conscience le système par la démocratie minoritaire. Moi, je considère que les gens, c'est en conscience qu'ils bloquent le système. Ben, ils vont vouloir envie de sortir de ça. Et donc, il y a peut-être une possibilité là pour une candidature qui ait cette dimension un peu atypique, en tout cas, qui soit à la frontière de ce qu'on connaît pour l'instant aujourd'hui. Et quels sont ces socles du commun, selon toi, qui sont impératifs, qui, toi, te plairaient, en tant que citoyen, pour rejoindre... Parce que tu n'irais pas chez Zemmour. Hein, bon. Non, c'est pas, ça n'a jamais été le projet, ça ne le sera pas plus demain qu'hier. Non. En plus, c'est tout miteux, c'est complètement néolibéral, c'est politique économique au service des plus riches. Enfin bon. C'est les idées du monde d'avant. Mais les idées, elles sont finalement assez simples. Les grandes idées, c'est un petit peu toujours les mêmes. Je crois que la grande idée qui est un peu nouvelle et qui est en train d'être réaffirmée, c'est que les gens ont envie de retrouver une forme de fierté collective de leur pays. Je crois que les gens supportent plus le déclassement. Voilà. Ça c'est vraiment... Je crois que tu mets le doigt dessus, là. Le déclassement, ce que moi j'appelle le double déclassement, le déclassement de l'Union européenne dans le monde et le déclassement de la France au sein de l'Union européenne, ce qui fait que la France est doublement déclassée, je crois que c'est difficile pour chacun, y compris et peut-être avant tout d'abord, pour ceux qui bossent durement, quoi, qui se lèvent le matin pour aller bosser à l'usine, pour être employés, mais à un moment donné, ils avaient l'idée, le sentiment d'être partie prenante quand même de quelque chose qui est plus grand que chacun d'entre nous et qui nous donnait une part de fierté individuelle et collective. Ça, on l'a plus. Voilà. Je crois qu'on l'a plus à quelque niveau que ce soit. Là, il y a ceux qui sont en haut et qui font preuve de cynisme vis-à-vis de ça et qui sont finalement très fiers finalement d'être ceux qui bradent le patrimoine national. Et puis en bas, il y a tous ceux qui subissent ça et qui ont besoin de retrouver ce sentiment d'appartenance et cette envie de mettre un coup d'arrêt à la mise à terre de ce que nous représentons, non pas en termes d'identité simplement culturelle essentialisée, de ce que nous représentons en termes d'identité collective. Voilà. Alors bien sûr, tout ça, j'ai dit, le sacré d'aujourd'hui n'est plus la nation telle que la pensait et la définissait Régis Debray. Une fois que j'ai dit ça, moi, si je le présente comme ça, dans mon esprit, c'est la même idée. C'est la même idée de celle que je me fais de la nation. La nation employée au sens de la grande révolution française. C'est comme ça, moi, que je l'aperçois. Mais je crois qu'il y a quelque chose à cultiver sur cette idée-là, avec, bien évidemment, dessus le fait que toutes les ruptures sociales qu'on essaie de nous imposer se greffent dessus, en réalité, et je crois que ça permet de faire l'articulation. Voilà. Bon, mais j'en dis pas plus loin à ce stade, parce que je pense que tout ça mérite d'être trituré collectivement. Moi, j'invite les gens, hein, si ceux qui regardent la vidéo là, allez-y, hein, mettez les commentaires, répondez. Moi, je suis curieux de tout ça. Je lis avec attention, hein, et je suis comme tous. J'essaie de faire mon miel de nos réflexions collectives. Non, mais c'est vrai que la fierté est un élément important, comme liant, surtout si on fait un rassemblement large, de gens qui se sentent plus de gauche, de gens qui se sentent plus de droite. On peut avoir la fierté de ses services publics. Je crois que c'est quelque chose qui est très partagé par les Français, quelles que soient d'ailleurs leurs orientations politiques. Il y a beaucoup de gens de droite qui aiment les services publics, y compris l'hôpital, y compris l'école républicaine.
Mais regarde juste et sur ce que tu dis. mal. Oui. Sur ce que tu dis, Rad. Là, j'ai une belle balafre, là, j'ai fait l'andouille, j'ai été visiter le bitume avec mon menton, j'ai été me faire recoudre. Tu as voulu voir si le bitume était solide. Et ça m'a permis de voir quelle était la qualité de nos services publics. Ouais. Eh ben, ils sont formidables. J'ai rencontré des gens formidables à l'hôpital, de la prise en charge, des infirmières, les médecins, tout. Mais j'y ai passé 8 heures. C'est-à-dire que j'ai la fierté de bons services publics. J'étais content, je suis content de la manière dont j'ai été pris en charge, mais j'ai passé 8 heures pour me faire recoudre. Oui. Voilà. Et je me dis, c'est pas possible. Dans quel pays je suis? Voilà. Et j'ai plus la fierté de mon pays par rapport à ça. Donc oui, on peut avoir la fierté du service public. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a des démissions historiques, records. À l'école publique, que tu connais bien, à l'hôpital public, à la police, à l'armée, c'est très très compliqué. On a fait un topo sur les gendarmes, c'est très compliqué. Les recrutements, ça devient de plus en plus difficile. En fait, et le plus souvent, ce qui revient, c'est on ne peut pas mener à bien la mission de service public. Il y a toujours il manque 100 euros ou 150 euros, bon, mais ok. Mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est, en général, dans la réponse, c'est je peux pas. Je suis pas là, moi j'étais là pour soigner les gens, pas pour faire n'importe quoi vite avec 40 personnes, et à la fin faire une erreur quelque part. Moi j'étais là pour amener la paix publique, pas comprendre très bien ce que veut le pouvoir, et pas avoir les moyens d'assurer cette paix publique, et ainsi de suite. L'école, tu connais très bien, il y a tellement de profs qui n'en peuvent plus de ne pas pouvoir enseigner, il y a quelque chose de fort là, oui, qui transcende la gauche à droite. Je crois que là, il y a quelque chose auquel se raccrocher. Voilà. Bon, on verra maintenant. Et puis même, il y a quelque chose de plus, certains pourraient considérer plus identitaire de droite, mais c'est la fierté de l'histoire de France. Et pluriel. Il y en a certains qui aiment bien plutôt les penchants de gauche, plutôt les penchants de droite, mais ça existe, ça. Et je crois que c'est fort. Enfin, je le suppose, parce que je vois le succès des émissions historiques, même quand elles sont complètement abracadabrantesques, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une demande. Bien sûr, il y a une demande, voilà. Je crois que là, il y a quelque chose à cultiver. Maintenant, il faut voir ce qui se déclenche. C'est-à-dire, est-ce qu'un tel mouvement peut être déclenché par en bas? Est-ce qu'il faut que quelqu'un s'avance à un moment donné et arrive à poser ces diagnostics, d'autres diagnostics qui pourraient être justes? Moi, au stade où nous en sommes aujourd'hui, je ne vois rien. Voilà. Je ne vois rien d'autre que ce que je vois sur la scène politique depuis maintenant 8 ans, depuis 2017 ou 2018. Voilà. Je vois rien de nouveau. Et je me dis, à reconduire, et ça va faire la boucle avec ce par quoi on a commencé, à reproduire les mêmes schémas et les mêmes scènes politiques, on reste enfermé dans les mêmes process. On a commencé par la démocratie minoritaire, on a expliqué en quoi aux Pays-Bas, finalement, ils sautent à la corde d'élection en élection parce qu'ils ont une même scène politique. Nous, c'est pareil. Tant qu'on garde la même scène politique, qu'on ne renouvelle pas l'offre politique, pas en changeant les personnes, mais à un moment donné en réouvrant un espace et une perspective politique, alors on continuera pareil et on restera enfermé de la même manière dans la démocratie minoritaire. Et on n'en sortira pas mieux que les autres, parce que personne n'en sort. Au stade où nous en sommes, il n'y a quasiment aucun pays qui a réussi à s'affranchir de la démocratie minoritaire une fois qu'il a mis le petit doigt devant. Et la suite de la démocratie minoritaire, c'est le fait que le pays lui-même disparaît de la scène internationale, comme on l'a évoqué au début de notre émission. Donc je crois que ce qui apparaît comme une nécessité de tambouille politique, en réalité, ça mérite, ça a une vertu et une nécessité, c'est de vouloir réinscrire la France dans la grande histoire, en fait. Ben ouais. Réinscrire la France dans la grande histoire, je crois que c'est l'idée, la fierté. Si vous avez aimé cette vidéo avec François, la lumière au bout du tunnel, on le rappelle, c'est pour que ça rentre bien, c'est la lampe du grand-père qui était cheminot dans le sud de la France. Ah, celle-là, elle se voyait sur le bord du train, il n'y a pas de souci. Eh bien, n'oubliez pas de liker, de commenter, comme l'a dit François, parce que ça c'est utile. Justement, vous voyez, on réagit à vos commentaires et ça nous permet d'affiner ce qu'on propose.
N'oubliez pas de partager également. Je vous remercie tous parce que Fréquence Populaire a passé la barre des 90 000 abonnés. On a 91 000. Je l'ai dit dans d'autres émissions, on est très surpris parce qu'on s'était lancé à un pari un peu fou. C'est d'arriver fin juin, à avoir 100 000 abonnés. Peut-être qu'on va y arriver. On nous avait dit, c'est improbable. Vous pouvez pas partir à 20 000 abonnés, moins de 20 000 abonnés en mai de l'année dernière et arriver là, comme ça, sur ce genre d'émission. Hein. On ne présente pas des strings au bord de la plage, donc bon, voilà. C'est plus difficile d'obtenir beaucoup d'abonnés. Donc là, on y est presque. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner également sur Telegram et sur TikTok ou sur Instagram. Ça nous permet d'avoir, même si c'est moins développé que sur YouTube, ça nous permet, eh bien, à nous d'avoir une indépendance. Surtout à l'avenir, c'est quelque chose qui se construit pour ne pas être voilà, entre les mains d'un seul réseau. On vous donne un rendez-vous pour le prochain épisode, sûrement à la fin du mois, puis après il y aura les vacances. On aura une petite pause et on continuera avec François à analyser et en même temps ce qu'il se passe et à proposer un débouché politique, en tout cas une orientation pour un débouché politique à la crise globale où on est. Merci à tous et à très bientôt. Thank you.